Émir, merci d'être parmi nous. T'es chez toi ici, t'es chez Algolia. Oui. Tu t'es déjà présenté tout à l'heure. Génial. Amal, maintenant, du coup, à toi. Bonsoir tout le monde. Donc, Amal Dopchi. Donc, je suis Practice Manager DXP et Digital Commerce chez Inetum. Donc, avec un rôle d'accompagnement depuis le conseil, l'intégration et puis toute l'accélération post-déploiement, donc des plateformes, des expériences. Et puis, ça fait maintenant 20 ans que je roule ma bosse, on va dire, dans le digital, d'abord chez le métier. Donc j'ai gardé cet ADN un peu de projection, vraiment de sensibilité au métier, aux besoins. Et puis depuis quelques temps, côté ESN et transformation digitale et conseil. Voilà. Merci. Amélie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Amélie Maréchal, donc je suis consultante e-commerce et digital. J'ai eu une précédente vie où j'ai travaillé plus de 17 ans côté retail en tant que directrice e-commerce et digital, et depuis quasiment 5 ans maintenant j'accompagne les entreprises B2B dans l'intégration du e-commerce dans leur process, soit sur des refontes, soit sur des projets from scratch. Merci. Bon, Émir, je plaisantais, tu peux te représenter. Hein. Vas-y, tu peux repréciser qui tu es. Vraiment ? Ah oui, vraiment, okay, oui. C'est bien pour la caméra. Toujours Customer Success Manager, depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Toujours un rôle après-vente, du coup, en tant qu'intervenant chez Algolia, employé chez Algolia. Je suis donc en charge des renouvellements et surtout de la garantie de la valeur sur toute la durée des contrats avec nos clients. Donc c'est ça un rôle de Customer Success Manager, plutôt classique dans le monde du SaaS. Et ici, donc, chez Algolia, on découpe les clients en différentes tailles, en différents tiers, en fonction des logos, en fonction des tailles de contrats. Et en ce qui me concerne, du coup, j'interviens sur la partie stratégique, les gros contrats et gros logos. Merci Émir. Alors si on a décidé de vous réunir tous les trois sur cette première table ronde, déjà ça découle de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Le B2B, c'est complexe, oui ou non? Et puis surtout avec l'arrivée de l'IA agentique, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on se modernise avec l'arrivée, entre autres, de l'IA agentique? Je vais commencer tout de suite par Amélie. Si tu es toujours d'accord. Tout à fait. Toujours d'accord. Tout à fait. Alors effectivement, le B2B est très spécifique. Hein. Le B2B, c'est pas uniquement du B2C avec des gros paniers, même si le panier B2B est 25 fois plus important qu'un panier B2C. Mais il y a beaucoup de spécificités qui doivent être onboardées dans des plateformes e-commerce. Et c'est la raison pour laquelle on parle vraiment de e-commerce B2B et pas de B2C. En termes de spécificité, on va avoir toute la partie contractuelle, on va avoir toute la partie tarif, on va avoir tout ce qui va être et tout ce qui va concerner les quantités, les MOQ, les MOV, tout ce qui va être aussi la partie contractuelle, toute la partie livraison. Enfin, il y a vraiment beaucoup de spécificités qui sont onboardées dans les plateformes B2B qu'on ne retrouve pas dans le B2C. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de plutôt diriger son choix vers une plateforme B2B plutôt que B2C, parce que sinon on part sur du custom. Et il ne faut surtout pas oublier aussi que le B2B, c'est une relation contractuelle. Donc le site e-commerce B2B doit refléter cette relation contractuelle entre le fournisseur et le client, donc avec tout ce qui a été préalablement identifié en amont. Donc c'est une promesse à laquelle doit répondre le site B2B. Tu viens de le dire, partir sur une plateforme B2B, en réalité, il y aura quand même de la custo, mais elle sera bien plus grande quand ça sera sur une plateforme B2C, parce qu'il faudra repenser beaucoup de choses, mais même par définition, chaque acteur B2B est spécifique, ils ont des choses particulières. Et justement, j'aurais une question pour toi, Amal, pour faire le lien directement sur l'expérience client. Tu vois, quelles sont un peu les spécificités d'une expérience client B2C versus B2B, ou qu'est-ce qui est spécifique dans une expérience client B2B? Je dirais un peu ce que tu as cité aussi. Hein. Enfin, c'est toute la chaîne de décision, la chaîne de valeur en fait, donc le parcours en fait de décision et d'achat. Donc avec l'accès au produit qui va être en fait un produit complexe. Donc on va beaucoup plus privilégier en fait la recherche avec des nomenclatures de produits qui sont beaucoup plus enrichies, beaucoup plus faciles à trouver. On a également en fait toute la partie configurateur, parce qu'on a des gens en fait qui sont quand même experts en face avec des produits
assez spécifiques. Donc l'idée, c'est de leur faciliter en fait et de visualiser assez rapidement en fait dans des contextes un peu, enfin ça dépend, l'aéronautique, une industrie en fait quelle qu'elle soit, des configurateurs qui sont faciles à manipuler, donc pour aller un petit peu plus vite. Après sur le panier aussi, on va avoir aussi quelques spécificités où on va avoir une multiplicité en fait de paniers, mais aussi pour l'acheminement aussi du multisite aussi des fois où on doit livrer aussi à différents endroits. Avec aussi tout l'impact du pricing. On va parler beaucoup de moteur de pricing parce que, comme tu le disais, en fait, on a des contrats derrière, donc des price lists, des conditions tarifaires qui peuvent aussi changer selon les négociations et autres. Donc, il y a vraiment une application donc, de tous ces termes, finalement, qu'on retrouve dans le jargon, le back-office, mais aussi un peu plus loin dans le legacy, dans le RP et autres, qui vont s'appliquer en fait dans l'expérience. Il y a juste un petit point par rapport à cette expérience en fait B2B. Aujourd'hui, par contre, on voit qu'il y a quand même une petite transposition en fait de l'expérience B2C dans le B2B. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une population d'acheteurs B2B qui se rajeunit beaucoup. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, je pense qu'il y a en fait une transposition, mais vraiment dans une volonté d'avoir des parcours plus fluides, plus efficaces, comme on trouve en fait un peu dans nos achats de tous les jours. Et peut-être aussi en fait l'arrivée de l'IA un peu plus rapidement, donc, mais avec bien sûr quelques freins, donc, et quelques peut-être conditions. Du coup, voilà, donc pour compléter un peu l'expérience, si je peux un peu résumer l'ensemble. Tu as très bien résumé Amal, et puis tu as mis le doigt sur la recherche. Et donc, transition toute trouvée pour toi, Emir. Quand on est sur un site B2B, on va utiliser la barre de recherche pour trouver des produits, mais pas que. En effet, la barre de recherche pour utiliser les produits, ça rejoint ce que disait Amal. Et ça me donne envie de citer d'ailleurs une loi UX qui est assez connue, qui s'appelle la loi de Jacob de Jacob Nielsen, du Nielsen Norman Group, pour ceux qui connaissent, qui est un institut de recherche dans le monde de la UX et en e-commerce. Et ce qu'il nous dit, Jacob, c'est que 95% du temps de parcours d'Internet des utilisateurs se fait sur des sites web différents du vôtre. Ce qui peut paraître logique, mais présenté comme ça nous laisse penser que adopter des conventions, c'est très important. Et du coup, quand on sait qu'on a notre base d'utilisateurs qui passe son temps ailleurs, ça nous donne, pour le coup, une idée des conventions qu'il faut adopter. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire rogner sur les spécificités qu'on a sur site. J'arrête la digression et je reviens sur la question. Donc pour la recherche, oui, la recherche B2B et B2C, vue de ma fenêtre, vue de mon échelle, elle est assez peu différente. La barre de recherche, pour le coup, on a une barre de recherche, on tape des choses dedans. Parfois, on a des petites spécificités comme par exemple le fait de gérer de la recherche par SKU, par référence, de différentes tailles, des longues références, des courtes références, toutes les possibles formes de la référence. Et parfois, on a également des dimensions. Pour le coup, si on est dans un monde où on a besoin de dimensions, on va se retrouver avec une barre de recherche qui est censée gérer beaucoup plus de choses. Mais pas que, du coup, puisque côté Algolia, on travaille également sur la partie découverte dans le e-commerce. Donc la découverte, c'est ce qui va aussi au-delà de la barre de recherche. La découverte des produits peut se faire bien sûr par la barre de recherche, en indiquant une intention de recherche dans la barre et en ayant une page de résultats qui nous arrive. Mais aussi, on va avoir toute la partie descente de catalogue, toute la partie page de catégorie, qui peut se présenter de différentes façons. Mais pour le coup, généralement, on va avoir un menu avec une taxonomie bien étudiée, suffisamment digeste idéalement. C'est pas toujours facile en B2B vu les profondeurs de catalogue, mais c'est ce qu'on va essayer avec Algolia de garantir qu'on a un funnel de découverte de produits qui est lisible et surtout qui s'affiche très rapidement. Dernière petite chose peut-être ici, deux dernières petites choses. Le côté descente de catalogue, contrairement à la recherche, on a un fort enjeu de SEO, peut-être maintenant de GEO du coup, puisque ces pages-là, les pages de catégorie, elles sont indexées par les moteurs de recherche. Elles sont soumises du coup à ces contraintes-là qu'on n'a pas sur la recherche. Donc cette partie-là aussi à prendre en compte. Et une dernière chose qu'on met derrière le mot découverte côté Algolia, c'est la partie recommandation de produits. Alors très souvent, les recommandations, on va les trouver en page de détail. En page de détail produit, tout en bas, on va avoir de l'alternatif, du complémentaire. Donc de l'alternatif pour des produits, admettons que je suis en train de regarder une caisse d'une certaine taille, je vais avoir différentes solidités en alternatif, et du complémentaire, c'est que je suis en train d'acheter une caisse, je vais peut-être avoir du scotch, je vais peut-être avoir des adhésifs ou des produits de calage par exemple. Donc ça, je vais plus vite, pardon. C'est tout pour la découverte. C'était les pages de catégorie et les recommandations. Merci Emir. Ouais, ça fait directement, tu vois, la semaine dernière, je discutais avec Sonepar, ils ont 1,5 million de produits.
va indexer ça et va faire en sorte que ça soit correctement indexé, que tu as toutes les informations, les fiches produits, etc. Et la descente de catalogue, elle est très, très compliquée. Tu avais un autre acteur, Sartorius, que vous ne connaissez peut-être pas. Et il explique quoi? Il explique que 2026, la stratégie ou ce qu'il regarde pour l'objectif pour 2026, c'est JIO. C'est le positionnement sur LLM. Et moi, j'étais provocateur. Je lui dis, oui, mais ils te cherchent déjà pas sur Google, ils vont pas commencer à te chercher sur ChatGPT. Il fallait que je pose ma question. Non. Et là, il m'a dit, mais t'as rien compris. Bon, c'était pour la provoque. Il m'a dit, non, les gens, ils utilisent leur téléphone, ils sont constamment à chercher. Et comme tout à l'heure, on expliquait que l'expérience client en B2C, elle se fait d'une manière, elle est en train de se transférer aussi en B2B. Donc, c'est des vrais enjeux importants. Amal, tu as envie de réagir sur justement les comportements qu'on peut avoir en B2B, B2C? Sur le B2B, ouais, on a aussi une pratique en fait qui vient du B2C, avec ChatGPT qui est aujourd'hui très démocratisé et qui effectivement chez une population B2B est un peu devenu un instinct en fait. Donc le réflexe, donc qu'on soit sur un chantier, chez son fournisseur, chez son distributeur, etc. Il y a ce questionnement, d'accord, ou alors une préparation avant d'arriver. Et du coup, on voit qu'il y a des comportements qui sont effectivement plus récurrents sur des IA, des agents, que avant sur Google en B2B. D'ailleurs, on mettait moins, en fait, en tout cas des budgets, en tout cas de mon expérience, sur par exemple, pour de l'activation ou pour attirer en fait des leads, etc. sur en fait Google. Et du coup, aujourd'hui, on voit très bien que le géo est un focus assez important, en tout cas pour ce secteur-là. Ouais. Amélie, justement, moi, ça m'évoque tout ce change management. Alors là, Amal expliquait qu'il y a des gens sur le terrain qui vont plutôt faire appel à ChatGPT et poser leurs requêtes. Mais en interne, comment est-ce qu'on éduque les gens à ce change management? Pas forcément à l'IA agentique, mais il y a quand même un gros travail à faire. Je ne dis pas que le B2B est arriéré, vieux, tout ça, mais moi, je me demande comment ça se passe. Non, mais une chose est sûre, c'est que dans la majorité des entreprises B2B, c'est encore très cloisonné, notamment sur la partie commerciale. Les sales, c'est quand même un secteur à part. C'est très rare qu'ils puissent parler avec le marketing. Enfin, voilà, c'est encore très cloisonné en interne. Donc, notamment dans le cadre de l'intégration d'un projet e-commerce B2B, c'est très important dès le départ d'aller intégrer tous les key stakeholders qui vont rentrer en ligne de compte dans le projet et surtout faire en sorte qu'ils soient partie intégrante du projet, notamment sur la partie des commerciaux, puisque leur métier va aussi changer avec l'arrivée d'un site e-commerce, puisque notamment sur la partie commerciale offline, on est sur des commerciaux qui vont aller en direct chez les clients pour faire ce qu'on appelle du repeat business, donc repasser des commandes existantes. Là, l'avantage du e-commerce, c'est qu'on ajoute un canal pour justement aller déporter ce repeat business sur le e-commerce, et de ce fait, le commercial va changer de casquette et va faire aussi du bizdev. Donc, ça va se passer au niveau des commerciaux, ça va aussi se passer au niveau des ADV. Donc, il va y avoir un impact fort, notamment de l'intégration du e-commerce, notamment auprès de ces types de ressources. Donc, il faut aussi les rassurer en leur disant non, bien évidemment, le e-commerce, c'est un canal complémentaire qui ne va pas prendre peu de place. Cependant, votre métier va un petit peu changer et on va passer aussi plus sur de l'accompagnement, sur de l'expérientiel, sur quelque chose de plus premium. Et justement, on va assurer la continuité de la relation, on va dire très one-to-one en B2B, entre le client et son fournisseur sur le e-commerce. Et du coup, ça va aussi rejaillir sur les commerciaux, les ADV et toutes les ressources en interne qu'il faut onboarder dès le départ et les rassurer surtout. Tu parles des commerciaux. Émir, j'ai une question pour toi. En début d'année, on avait Pernod Ricard qui travaille avec Algolia, qui expliquait que justement, il utilisait Algolia pour la recherche documentaire. Et c'était directement pour les commerciaux pour qu'ils puissent trouver des choses. Est-ce que tu as des exemples d'utilisation d'Algolia dans un contexte B2B? Et petite question bonus, je sais que vous avez racheté il y a quelques années une boîte très très forte sur de l'IA. Donc maintenant, il y a de l'IA partout chez Algolia. Mais est-ce que tu as un ou deux exemples peut-être justement d'utilisation d'Algolia et puis des résultats que vous avez pu avoir?
Oui, bien sûr. Alors pour commencer, en effet, donc Algolia fait de l'IA depuis bien avant l'arrivée de l'IA générative, mais pas les mêmes formes d'IA. Aujourd'hui, quand on dit IA, c'est vrai que le raccourci, c'est Generative AI, c'est de la conversation et des agents, etc. Mais en effet, pour commencer avec quelques case studies, alors je ne vais pas citer forcément de chiffres ici, mais Algolia a sorti il y a quelques années des mécanismes qui apprennent à faire du ranking de manière intelligente, donc à faire le classement des produits, ce qui est quelque chose d'essentiel non seulement en moteur de recherche, mais aussi en page de catégorie, tout simplement en faisant du tracking de ce que font les utilisateurs après avoir tapé un certain mot-clé ou après avoir affiché une page de catégorie. On va se dire où est-ce qu'ils cliquent tout simplement. Est-ce qu'ils vont systématiquement aller me chercher le produit qui est en page 2 ? Si oui, automatiquement, il va devenir en page 1, ce produit, puisqu'on voit qu'il a un certain potentiel business. Donc ça, c'est pas non plus les IA les plus sophistiquées qui soient, mais elle me paraît très facile à expliquer, celle-ci, pour le coup. Et ça reste encore aujourd'hui quelque chose qui est très utilisé en B2B au sein de nos clients Algolia. Pour la deuxième partie de ta question, excuse-moi, la recherche documentaire, tu disais. C'était ça? Non, mais ça c'était l'exemple, mais c'est plutôt, tu vois, recherche IA agentique. Est-ce qu'il y a des use cases que tu vois qui sont intéressants, ouais. Et l'impact que ça peut avoir? Très bon point. Alors l'impact, pour le coup, je n'en ai pas encore vraiment beaucoup, mis à part cet article qui est, je crois, le seul de Forbes où Amazon nous explique que Rufus va peut-être nous apporter 10 milliards supplémentaires, enfin leur apporter 10 milliards supplémentaires. C'est pas du B2B que je sache, mais en dehors de ça, on a encore assez peu de data pour le coup, parce qu'il n'y a pas énormément de déploiement en production en tout cas, et en customer facing des agents aujourd'hui. Pas suffisamment. Ceci dit, il y a quand même quelques shopping assistants qui sont en train d'apparaître. Je vois 2 shopping assistants que j'ai en tête que vous pouvez tester dès aujourd'hui, dès maintenant, qui sont sur les sites raja.fr et manomano.com. Ces deux sites comportent des assistants qui sont des assistants shopping qui prennent tout l'écran. Alors pour le coup, c'est un choix du X intéressant, c'est qu'ils ont décidé que l'agent remplaçait tout le reste, remplaçait les patterns habituels. Donc plus de barre de recherche, plus de page de détail produit. On est sur une conversation de A à Z. L'agent nous pose des questions. Il nous amène à un certain workflow. Donc, par exemple, typiquement sur Raja, il va nous amener à demander quel est notre projet d'emballage, puisqu'ils sont spécialistes de l'emballage. Il va nous poser des questions sur le nombre de produits emballés, peut-être la nature des produits pour évaluer la fragilité, et peut-être notamment si c'est à l'étranger, si c'est en France, etc. Donc ce genre de questions, j'arrive tout de suite. On va nous amener sur un workflow, et une fois à la fin du workflow, on nous présente des produits. Donc typiquement, ça, c'est 2 cas d'usage qui sont récents. Les adoptions n'ont pas encore explosé le plafond, si je puis dire, et il y a encore assez peu de data. Mais pour le coup, c'est des cas d'usage récents qui sont en production et testables dès aujourd'hui sur du B2B. Émir, moi je trouve ça génial, hein, mais je me dis, j'arrive devant cette page, je suis peut-être un peu perdue, si j'ai envie de fouiner, de chercher par moi-même. Et c'est très bien par ailleurs. Mais ça m'amène à une autre question. Amélie a déjà un peu répondu, mais comment est-ce qu'on met un peu d'humain quand même dans toutes ces choses qui sont très automatisées? Tu crois que c'est possible? Ouais, toi, Émir, et puis ensuite Amal, ouais. Alors comment est-ce qu'on met de l'humain sur des expériences agentiques? Alors j'aurais tendance à dire c'est possible, ça reste encore à nouveau très jeune, mais ce serait les agents font des erreurs aujourd'hui encore, même lorsqu'on itère, et si on itère assez tôt, on va toujours se retrouver avec une marge d'erreur. Et enfin un taux d'erreur qui est incompressible. Peut-être qu'une bonne idée de mettre de l'humain et de montrer qu'à la fois on innove en ayant un agent, mais aussi qu'on sait escalader au bon moment, c'est de se dire quand l'agent se met à tourner en boucle et qu'on arrive à le détecter et que l'utilisateur dit là je veux parler à un humain, c'est prendre ça très au sérieux et escalader vers un humain pour le coup. Et je vais juste rebondir, une chose que je vois aussi, c'est accepter les erreurs. Si tu veux faire le truc pixel perfect à la B2C, ça ne marchera pas, surtout avec de l'IA. Il faut fine-tuner, il faut tester, il faut l'améliorer, etc. Et ça s'améliore en faisant des erreurs. Moi, je dis toujours à mon fils, il apprend en se trompant, donc trompe-toi le plus vite possible et apprends de ça. Mais malheureusement, il y a des décideurs qui n'acceptent pas. Ils veulent que ça soit parfait, sinon, quelle expérience on va donner à nos clients? Donc c'est toujours un trade-off. Amal, tu voulais rebondir dessus? Alors la question c'était... Il y avait 50 questions. Il y avait 50 questions. De l'humain. Ou plutôt comment on n'oublie pas l'humain dans tout ça? Oui, alors moi je parlerai d'abord en fait de ce qui se passe en coulisses. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu une course, j'aime bien ce qu'a dit Rudy en fait avec le noise versus voilà. Donc on a en fait une course en fait à l'IA qui, en tout cas de mon point de vue aujourd'hui en position d'intégrateur, est assez embêtante parce que quand on arrive en fait chez des clients B2B, on voit très bien qu'il y a encore beaucoup de cloisonnement, beaucoup de silos en fait qui sont installés et avec un vœu, un rêve de mettre en fait une IA quelle qu'elle soit pour aboutir à un résultat qu'on a vu ou qu'on a marketé. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a des sources en fait de data qui sont éclatées ou alors pas du tout standardisées, donc qui permet en fait de
penser le bon process avec finalement la bonne, peut-être on parlera pas d'IA tout de suite, mais d'automatisation, et après en fait de mettre une IA derrière. Donc, et c'est là au fait où je pense qu'il y a aussi de l'humain à injecter à ce moment-là, c'est sensibiliser déjà. En fait, il y a un aspect formation qu'on oublie, et peut-être qu'on a oublié un petit peu dans cette course un petit peu à la science-fiction, hein, enfin l'IA, etc. Donc tout va être fait par magie, où il faut former, sensibiliser. Je pense qu'il faut aussi en fait commencer par des choses assez simples, en fait des use cases assez simples, etc. Là on parlait de service client, d'assistant, de décortiquer un peu le besoin pour aller un peu vite en fait, pour cibler, segmenter et exposer le bon produit ou peut-être le bon parcours en fait à la personne qui est sur le site. Et du coup là en fait je pense qu'il faut commencer par ces use cases simples, d'accord, avec des personnes peut-être aussi venant du métier, mais aussi de l'IT, parce que souvent en fait on voit aussi qu'il y a un sujet très IT aussi dans la réflexion autour en fait de l'intelligence artificielle. Donc on se retrouve encore en fait dans une transposition en fait de l'architecture qui reste très IT first, d'accord. Donc il faut brancher, il faut mettre des connecteurs, etc. Alors qu'à la base en fait on veut juste faciliter un parcours, on veut faciliter en fait un usage. D'accord, donc pour mieux faire. Bien sûr, la technique va nous servir. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis, je pense qu'il faut aussi, on l'a vu au début avec Rudy, je pense qu'il faut aussi travailler les communautés et les ambassadeurs. Parce que ça, en fait, ça donne du sens aussi, en fait, et ça humanise, en fait, finalement, l'agent ou les agents qu'on met en place avec des gens référents, d'accord, avec des rôles bien définis, qui vont en fait faciliter en fait cette conception, puis ce déploiement en fait de l'IA, d'accord, qui va à un moment jaillir en fait sur le front client. Donc voilà, c'est un peu des petites choses qu'on peut faire. Enfin, il y en a plein. Donc, Amélie, tu as le mot de la fin. Oui, et après aussi, je pense qu'il faut penser aussi par secteur, puisque l'IA peut être sur certains secteurs un premier touchpoint, peut effectivement répondre à des premières questions, mais sur des secteurs qui sont très techniques et qui ne sont pas forcément sur des produits finis, mais notamment des matières premières, où il y a effectivement des achats complexes à effectuer. Souvent, c'est aussi important que le client parle en direct avec le fournisseur, parce qu'une fois de plus, ce qui est vraiment spécifique au B2B, c'est vraiment cette relation one-to-one qu'a le fournisseur avec son client, et c'est aussi ce qui rassure. Donc l'agentique, c'est bien, mais justement, l'humain doit être, pour moi, une partie complètement intégrée dans ce process, et surtout à ne pas négliger. C'est la fin. Et tu as eu le mot de la fin. Merci beaucoup. Le meilleur mot de la Merci. fin. Merci Amélie, merci Amal, merci Émir. N'hésitez pas, si vous avez envie de discuter davantage avec eux, de search, d'humain, de customer experience, ça se passera tout à l'heure autour du beer pong.